Il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique d'Aurélien Pradié, député LR du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonjour Aurélien Pradié. Bonjour. Un congé de paternité doublé, il passe à 28 jours. C'est une bonne décision d'Emmanuel Macron ou pas? Je pense que c'est une bonne nouvelle, oui. Ça fait partie des évolutions de notre société et tout cela me paraît très positif. J'ai aucune raison de le critiquer. Bon, ben voilà, ça va permettre aux plus défavorisés aussi d'en bénéficier, y compris les contrats plus précaires, puisque ce sera obligatoire pour une partie. On a un vrai sujet de précarité, on a un vrai sujet d'implication des femmes et des hommes dans la construction d'une famille. Et je le redis, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, la droite ne l'avait pas fait, Emmanuel Macron l'a fait, quoi. Emmanuel Macron l'a fait sur la pression aussi de beaucoup de parlementaires. J'en ai fait partie. C'est la vie politique de notre pays. On ne le doit pas à Emmanuel Macron, on le doit à la démocratie. Oui, le Premier ministre Jean Castex a réuni les représentants des partis hier soir pour les informer et les consulter sur la gestion de la crise. Dans le même temps, Emmanuel Macron a appelé, lors d'une visite dans un EHPAD, à redoubler d'attention pour protéger nos aînés, mais sans les isoler et les reconfiner. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de la stratégie là? De la stratégie, je ne comprends rien. Mais depuis le début, il faut quand même comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Souvenez-vous le discours qui a été tenu sur la question des masques. Les mêmes qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut porter le masque absolument partout, en toutes circonstances, sont ceux qui nous expliquaient il y a quelques mois encore, pas il y a des années, il y a quelques mois, qu'il ne fallait pas le porter, que ça ne servait à rien. Et d'ailleurs, je crois qu'une des formes d'indocilité peut-être des Français depuis quelques semaines, elle tient au fait que cette parole politique, celle du gouvernement, n'est pas crédible. Et vous ne pouvez pas imposer des mesures fortes et parfois dures pour la liberté du quotidien si votre parole n'est pas crédible. Et c'est un poison profond pour ce gouvernement. Leur parole n'est pas crédible. On l'a vu sur les masques. On le voit aujourd'hui sur les tests. Je le dis très clairement parce que la situation est grave. La manière dont notre pays gère la question des tests est absolument catastrophique. C'est invraisemblable que depuis le début de cette crise, on n'ait pas tiré les enseignements et qu'on ait aujourd'hui des files d'attente de plusieurs dizaines d'heures pour obtenir des tests. Le test et le résultat plusieurs jours, voire 10 jours parfois. Alors bon, évidemment, la situation est complexe aussi. Les décisions sont peut-être difficiles à prendre, mais on entendait juste avant votre interview un chef d'entreprise qui a une agence de voyage à Bordeaux. Lui, il dénonce aussi les messages du gouvernement qui sont plutôt anxiogènes. On joue sur la peur et du coup les Français n'osent plus sortir, travailler, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est sûrement un sujet. Moi je suis très inquiet des conséquences sociales de cette période. Alors je sais que quand je le dis, on me dit mais enfin au fond ce qui compte d'abord c'est la santé de tous. Évidemment c'est la santé de tous, mais on peut aussi sereinement se dire que cette période durant laquelle on est tous masqués, tous protégés, est une période qui aura des conséquences dans notre vie sociale. Et moi, ça m'inquiète. Je circule tous les jours dans mon territoire, dans les commerces, et je vois bien que les gens se regardent comme des animaux de plus en plus, pardon de le dire, et tout ça me préoccupe. Et je ne vois pas derrière quelle est la stratégie claire du gouvernement. Au fond, le gouvernement pourrait dire voilà ce que nous devons faire et ce que nous voulons faire. Mais vous voyez bien que ça bricole. Regardez la manière dont Jean Castex renvoie la balle au préfet de chaque département pour décider des mesures. Alors on dit c'est formidable, c'est de la décentralisation. Enfin, une règle sanitaire, elle n'a pas vocation à être différente selon un département et un autre. On y voit plus clair. Et comme on y voit plus clair, les Français ont de plus en plus de mal à adhérer aux décisions qui sont prises. Qu'est-ce que vous attendez alors de la clarté de la part d'Olivier Véran qui doit aujourd'hui faire son point hebdomadaire? J'attends d'abord que sur la question des tests, il nous explique précisément comment les choses doivent se passer. J'attends que le gouvernement, au-delà de faire des conférences de presse, prenne des décisions, qu'on s'équipe en tests, qu'on ait des sites de tests qui évitent d'attendre 7-8 heures pour passer le fameux test, qu'on soit sur l'opérationnel, pas du baratin, pas du blabla dans une conférence de presse pour essayer de rassurer ou inquiéter les Français. Et le deuxième sujet, c'est qu'on nous dise territoire par territoire comment les choses vont être gérées. Moi, je refuse que, selon qu'on est dans le Lot ou dans l'Aveyron, quand il y a un cas dans une école, on gère les choses différemment. Moi, je suis désolé, mais je suis décentralisateur, oui, mais je suis aussi pour que l'État assume pleinement son rôle régalien. De la clarté. Marlène Schiappa évoque cette histoire de Strasbourg, une jeune femme qui aurait été agressée au motif qu'elle portait une jupe. Au passage, d'ailleurs, elle a annoncé, Marlène Schiappa, hier, que plus de 1800 infractions pour outrage sexiste ont été enregistrées depuis la promulgation de la loi. Vous qui avez proposé les bracelets anti-rapprochement, est-ce que vous reconnaissez que les choses avancent? Non, elles n'avancent pas suffisamment vite. Et je vais être très clair. Elle dit que visiblement si, il y a des chiffres. Mais Marlène Schiappa, elle dit toujours. Elle parle toujours, elle fait de la mousse, et derrière ça n'avance pas. Et je vais être très précis. Les Républicains, j'ai fait partie de cela, j'étais l'auteur d'une loi en octobre de l'année dernière, qui a été votée en décembre de l'année dernière, qui généralisait le bracelet anti-rapprochement. Ça, le bracelet anti-rapprochement, c'est pas
l'amende parce que vous avez sifflé quelqu'un dans la rue. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est quelque chose qui permet de protéger les femmes qui sont en danger de mort. Et ça compte beaucoup plus que les déclarations à dessous de Marlène Schiappa. La loi a été votée en décembre de l'année dernière. Ouais. Elle devait être appliquée, cette généralisation du bracelet anti-rapprochement, en janvier. C'est ce que la garde des Sceaux nous avait expliqué. En janvier, on nous a dit finalement ce sera en juillet. Et en juillet, on nous a dit finalement ce sera en septembre. Et nous sommes le 22 ou 23 septembre. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas le déploiement des bracelets anti-rapprochement dans notre pays. Vous voyez bien que le baratin, ça ne suffit pas pour protéger les femmes. Et d'ailleurs, le chiffre des féminicides de l'année dernière a montré que notre pays était en échec. Et qu'est-ce qu'on vous avance comme argument pour dire que ce n'a pas encore été déployé? On nous avance des arguties, on nous explique qu'il faut lancer des appels d'offres, qu'il faut faire des consultations, qu'il y a des problèmes bureaucratiques, sauf que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Vous savez, l'Espagne l'a déjà fait bien avant nous, d'autres pays l'ont fait, ils l'ont fait en l'espace de quelques mois, et dans notre pays, on traîne. Mais parce que c'est caractéristique aussi de ce qu'est la Macronie. Marlène Schiappa, elle incarne une forme d'impuissance de la Macronie, c'est de la mise en scène, c'est de la comédie. Sauf que lorsque ça compte, lorsque c'est vital pour des femmes, on n'a pas le droit de faire de la comédie. Ah oui. Un mot sur le sommet européen sur les migrants qui a lieu aujourd'hui. L'Europe va changer les règles. Jusque-là, les réfugiés devaient être renvoyés dans le pays de première arrivée. C'était notamment l'Italie, la Grèce ou Malte. Désormais, ça devrait être réparti entre tous les pays en attendant aussi les décisions pour savoir si les personnes peuvent avoir le droit d'asile. C'est une bonne piste ou pas, cette répartition? La question migratoire est la démonstration de l'échec de l'Europe depuis plusieurs années, et on ne réglera pas cette question si on ne la coordonne pas au niveau européen. Et il faut dire les choses clairement, cette question migratoire va être de plus en plus présente, y compris pour des raisons climatiques dans les années qui viennent. Il faut donc que l'Europe joue pleinement son rôle, mais voilà bien des années que l'Europe échoue sur cette question essentielle. Il doit y avoir une organisation et une répartition européenne. On ne peut pas vous continuer... êtes pour une répartition alors? Évidemment, mais il faut être lucide sur ce sujet. On ne peut pas continuer à chacun gérer notre petit bout de machin. Oui, tout le monde n'est pas d'accord, mais sauf que la réalité, c'est qu'au final, c'est bien souvent les mêmes pays qui assument l'inconséquence d'autres pays. Il doit y avoir de ce point de vue une cohérence européenne, parce que la question migratoire ne peut pas se gérer seulement à l'échelle de notre pays. Et je redis que la question migratoire, elle se gère aux frontières. Si nous voulons éviter d'avoir ce qui, pour moi, est une honte républicaine, des bidonvilles dans lesquels on entasse des femmes et des hommes, pour cela, il faut gérer aux frontières. C'est là que les questions et que les vraies questions doivent se poser. On est dans un pays dans lequel, aujourd'hui, on a quasiment plus de reconduite à la frontière lorsque les demandes d'asile sont alors donc, du coup, il faut aider les pays frontaliers, en l'occurrence, la Grèce, l'Italie, les aider davantage, même s'il y a eu des forces qui ont été mises. Il y a une illusion qui consisterait à dire qu'on peut seulement, à l'échelle de la France, gérer la question migratoire. Moi, je veux bien qu'on dise ça pour faire des effets d'annonce et faire de la communication politique, mais il faut une volonté européenne. Et aujourd'hui, cette volonté européenne, elle n'y est pas. Oui, dites-moi, Aurélien Pradié, vous avez entamé la semaine dernière un tour de France de l'écologie avec les Républicains. Ça consiste en quoi, l'écologie vue par les Républicains? Ça consiste d'abord à rappeler que la droite, historiquement, a beaucoup fait pour la protection de l'environnement. C'est Georges Pompidou qui crée le premier ministère de l'Environnement, Jacques Chirac et le fameux discours de Johannesburg, Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo et le Grenelle de l'environnement. Oui, c'est la droite républicaine qui a fait le plus sur les questions d'environnement. Des déclarations peut-être, non? Non, pas seulement des déclarations. Bon. Tout ce que j'évoque là, ce sont des actes majeurs qui ont été portés. Ouais. Ce que je sais en revanche, c'est que je fais partie de cette génération de trentenaires qui ne supporte pas que ce sujet essentiel, celui de la protection de l'environnement, qui nous préoccupe tous, soit aujourd'hui kidnappé par des extrémistes de tous bords. Et comme je ne veux pas demain que ce sujet soit entre les mains d'écologistes qui ont en tête plus de déconstruire la vision de notre société que de s'occuper de l'environnement, eh bien je dis que la droite ne doit pas abandonner ce sujet. L'environnement, c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui me passionne, et je pense que la droite républicaine doit aussi porter un espoir sur ce sujet. Vous savez, je me suis engagé à 16 ans en politique, à droite, pas à gauche. Et j'ai choisi la droite parce que la droite a toujours porté un espoir pour moi. Un espoir d'une société meilleure. Et je veux que ma famille politique, et nous sommes nombreux à le vouloir d'ailleurs, porte à nouveau un espoir. Ça passe aussi par les questions environnementales. Je vais donc pendant 1 an aller chaque semaine dans un département, j'étais à Marseille ce week-end, rencontrer des acteurs et faire en sorte que demain la droite, elle puisse porter un espoir, y compris sur ces sujets où peut-être on ne l'attendait plus. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Christian Estrosi, donc qui veut créer un mouvement politique à partir de la France audacieuse? C'est une bonne piste. Il a dit qu'il pourrait soutenir Emmanuel Macron. Moi, il y a une valeur qui se perd en politique à laquelle je crois, qui a fait que j'ai admiré beaucoup d'hommes et de femmes politiques, c'est la fidélité et la droiture. Ouais. Je ne supporte pas cette ambiance de lâcheté permanente où on va à la soupe
quand on n'a pas le courage de reconstruire sa maison. C'est pas très simple. C'est ce que fait Christian Estrosi, il va à la soupe. Alors. C'est pas très simple d'avoir 34 ans, d'être secrétaire général des Républicains. Sûrement que ce serait plus facile de se barrer à la soupe chez les uns ou chez les autres. Mais si la politique est devenue aussi peut-être détestable dans le regard des Français, c'est aussi parce que les politiques se comportent pas toujours très bien. Et la première chose à faire pour bien se comporter en politique, c'est de rester fidèle à ses valeurs. Oui. Bon, et en attendant, vous attendez justement un chef, quoi, hein, pour 2022. Nous aurons un chef. Vous savez, nous ne manquons pas de talent à droite. Et c'est pas vous trop rassurer. tard, hein. Évidemment que non, nous sommes à plusieurs mois des présidentielles. Non seulement nous aurons un chef, mais soyez rassurés, nous aurons un bon chef. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Aurélien Pradier. Oui, dans le cadre du rachat du groupe de luxe Tiffany par LVMH, Jean-Yves Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères, a envoyé un courrier à Bernard Arnault pour lui demander de postposer ce rachat. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre d'intervenir dans des affaires privées ? C'est la question que j'ai posée à Jean-Yves Le Drian hier à l'Assemblée nationale. Cette intervention de la diplomatie française, du ministre des Affaires étrangères, m'a beaucoup choqué, parce que je crains qu'on ait dans cette affaire défendu des intérêts privés avant l'intérêt national. Et si j'ai posé la question à Jean-Yves Le Drian, à laquelle il n'a d'ailleurs pas bien répondu, pas précisément répondu, c'est parce que je crains que dans la Macronie, il y ait cette tendance à instrumentaliser l'État au service d'intérêts privés. Et j'ai donc hier très clairement posé la question au ministre des Affaires étrangères, et sa réponse laconique, fuyante, ne m'a pas rassuré sur l'état de notre démocratie. Bon, vous ne m'avez pas répondu sur le chef. Alors, c'est qui le chef aujourd'hui chez LR? C'est Barouin, c'est Retailleau? Nous avons fixé une règle claire qui a été acceptée par tous. Nous aurons, d'ici le mois de mars, d'ici les élections régionales, qui est la prochaine étape à passer, un mode de désignation. Mais vous savez, aujourd'hui, ça vous intéresse. C'est Barouin, c'est Retailleau, c'est Bertrand, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est Pécresse. Il y aura un match, et on choisira le meilleur. Et aujourd'hui, je veux bien que ça nous passionne. Ce sera quoi, une primaire alors? Je veux bien que ça nous passionne, nous, de choisir le chef. Les Français, ce qui les intéresse, c'est de savoir quel est le projet politique pour la droite. Donc, une étape après l'autre. Et nous aurons, non pas, à mon sens, une primaire comme on l'a conçue aujourd'hui, qui est une machine à se taper sur la figure et à rétrécir la droite, mais on aura une discussion intelligente, virile sûrement. Un vote interne alors? On verra la mécanique, mais honnêtement, je le dis pas pour m'échapper, mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, le sujet, c'est la crise sanitaire, c'est la crise économique, et c'est qu'est-ce que la droite incarne. Barouin sera encore là, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de partir là, non? Il le dira dans les semaines qui viennent. Vous savez, j'ai toujours dit les qualités qu'avait François Barouin, je ne change pas d'avis, c'est un homme qui a toutes les qualités pour pouvoir devenir président de la République, c'est à lui d'en faire le choix. Retailleau, Bertrand aussi? Mais bien sûr, on a des femmes et des hommes très nombreux, ils ne sont pas les seuls à avoir des qualités. Et le moment venu, il y en a un qui s'imposera. Ce sera celui, je vous le dis très clairement, qui non seulement rassemblera la droite, mais surtout qui rassemblera les Français. Parce que l'avenir de la droite républicaine, c'est pas d'être une petite secte, mais c'est d'être un grand parti de rassemblement. Merci Aurélien Pradier des Républicains, secrétaire général des Républicains et puis député aussi du Lot, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.